Bien, mes chers collègues, nous recevons désormais Madame Clara Guémard. Madame Clara Guémard a une solide expérience au sein de l'administration, notamment au sein de la direction des relations extérieures, économiques extérieures. Puis, comme présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux, avant de rejoindre en septembre 2006 General Electric, d'abord pour assurer la présidence France, puis la responsabilité Europe Nord-Ouest, et enfin à partir de 2009 des fonctions auprès de General Electric International, d'abord sur les grands comptes, puis sur le secteur gouvernement et ville. Votre audition, madame, est évidemment importante pour nous parce que côté General Electric, vous êtes la mémoire de cette opération sur laquelle nous sommes beaucoup penchés du rachat de la branche Power d'Alstom par General Electric. Donc. Alors, premier sujet sur lequel nous aimerions vous entendre, nous aurions aimé que vous nous rappeliez, puisque vous avez eu des responsabilités aussi au niveau mondial, ce qu'était la stratégie de rachat de General Electric, stratégie de développement au niveau mondial, avant 2014 et avant de s'intéresser donc au rachat d'Alstom. Alstom est-il le seul rachat ou est-ce que tout ça rentrait dans une logique de fusion-acquisition antérieure de la part de General Electric? Et puis, puisque finalement, j'ai relu vos interventions devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Vous avez eu assez peu, vous avez eu à répondre à beaucoup de questions sur que va devenir Alstom dans tout ça, mais vous avez eu assez peu de l'occasion de développer ce qu'étaient les objectifs de General Electric, la logique de cette acquisition pour l'entreprise General Electric. Voilà les premiers sujets sur lesquels on aimerait vous entendre. Le second sujet, c'est plus précisément le contexte de ce rachat. Bon, j'avoue que je commence un peu à considérer quand même comme une fable cette histoire de la dépêche Bloomberg du 24 avril à laquelle subitement tout le monde découvre l'intention de General Electric de racheter la branche Power d'Alstom. Le ministre Montebourg nous a évoqué avoir été en contact de manière évidemment antérieure dès février. Je crois qu'il nous a dit vous avoir eu l'occasion de vous rencontrer lors d'un déplacement du président de la République française aux États-Unis, avoir eu l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet. On était déjà en février. L'article de presse documenté et ancien font état de discussions antérieures, entre notamment M. Pouguillaume et General Electric. M. Pouguillaume qui était un ancien de General Electric. Probablement des liens des discussions entre les banques conseils qui cherchaient des solutions pour notamment Alstom, pour Bouygues qui souhaitait déjà se désengager de ses participations dans Alstom, ce qui n'était pas véritablement un secret. Pour donc compléter un peu ce contexte, vous pouvez nous revenir sur les contacts que vous avez vous-même eus avant cette opération. On évoquait une rencontre avec Arnaud Montebourg. Quels autres contacts avez-vous eus au niveau gouvernemental? Quels étaient vos interlocuteurs à Bercy, à Matignon, à l'Élysée, en amont et pendant cette opération, pendant les discussions de cette opération? Un point particulier, évidemment, qui nous intéresse, c'est de comprendre vraiment le déroulement de cette procédure d'autorisation donnée par le ministre de l'économie au titre des investissements étrangers en France. Une procédure administrative gérée par un bureau de la sous-direction du Trésor, mais peut-être pas seulement par ce bureau de la sous-direction du Trésor. Donc, nous avons interrogé Alstom, notamment sur la liste aussi la liste des conseils dont Alstom s'était entouré pendant cette opération. M. Poupafarge nous l'a communiqué. Il y a 10 cabinets d'avocats, je ne vais pas tous les citer, mais il y a une banque conseil qui est la banque Rothschild, et puis deux lobbyistes cabinets de communication, Publicis et DGM. Donc côté General Electric, quelles étaient
la liste des conseils dont vous vous êtes entouré, soit vous, soit GE International, pour conclure ce deal. Et puis, est-ce que vous vous souvenez des montants? J'ai trouvé dans une note AMF que le coût pour les actionnaires d'Alstom du rachat de la branche énergie, euh, sa branche énergie avait été de 300 millions de 300 millions. Donc dedans, il y a évidemment la taxe sur les transactions financières de 0,2%. Le reste, on conclut que ce sont des honoraires de conseils, d'avocats, de banques, de communicants. Donc pouvez-vous nous dire ce que cette opération a coûté de son côté à General Electric? Oui, pouvez-vous aussi évidemment nous revenir donc encore sur les démarches qui ont été aussi les vôtres pour accompagner ce projet, vos interlocuteurs, je disais à Bercy, Matignon, etc. Voilà, puisque même avant le décret Montebourg, qui a enfin, ce décret dégainé, comme selon son expression par Arnaud Montebourg au moment de la vente. En réalité, il est clair que la cession de la branche Power d'Alstom rentrait déjà dans le champ du contrôle des investissements étrangers, tel que défini par le décret Villepin, et puis une base législative antérieure. Voilà, donc y avait-il déjà eu un début de contact pour s'assurer que le gouvernement ne s'opposerait pas à ce rachat? Et puis troisième sujet, évidemment, on aimerait, ah oui, pardon, aussi évidemment nous préciser. J'aimerais que vous nous précisiez donc ce qui a été le contenu aussi de ce dialogue avec l'État. L'État a posé un certain nombre de conditions au rachat. Alors là aussi, qui ne sont pas totalement publics. On les trouve davantage détaillés dans les documents publiés sur le site de l'AMF que les lettres d'engagement n'étant pas elles-mêmes publiées. Mais sur quoi apporter exactement cette discussion avec l'État? On sait qu'il y avait un certain nombre de préoccupations sur les contrats de suite pour notamment EDF, l'entretien des 58 réacteurs nucléaires en France, qui avait des contrats de suite pour aussi avec EDF sur des marchés en cours. Il y a eu des dispositions concernant les brevets. Il y a eu des dispositions concernant le maintien d'un certain nombre de sièges, et puis des dispositions un peu moins habituelles en matière de contrôle des investissements étrangers sur l'emploi, notamment la création des 1000 emplois, dont nous avons pu comprendre d'ailleurs que cet engagement de General Electric avait figuré dans l'accord du 22 juin, signé par M. Immelt, M. Cron et le ministre Montebourg, mais n'avait pas été repris en tant que tel dans l'autorisation, au sens juridique, au terme du Code monétaire et financier, d'investissement accordé par le gouvernement. Donc c'est une disposition en quelque sorte contractuelle à côté de la disposition d'autorisation de rachat. Et puis, pour terminer, évidemment, nous voudrions avoir votre regard sur la situation 3 ans après. Aujourd'hui, vous n'êtes plus vous-même responsabilité à General Electric. Je ne cacherai pas que certains commentateurs ont considéré d'ailleurs que finalement, voilà, le travail fait, General Electric n'avez plus besoin de vos services, donc on serait curieux évidemment de vous entendre sur ce sujet-là. Est-ce que d'ailleurs, là aussi, puisque je suis dans les questions franches, je vais aller jusqu'au bout, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, quand on compare votre profil à celui de votre successeur, qui a un profil beaucoup plus business, plus opérationnel, vous avez vous-même une brillante carrière, mais côté pouvoir public, côté administration, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'être recruté par General Electric pour être avant tout l'ambassadeur pour les investissements de General Electric en France, après avoir été ambassadeur de France chargé des investissements étrangers?
Voilà, très directement quelques questions que vous voulez vous poser pour ouvrir cette discussion. Oui, j'ai relu ce matin encore vos auditions. Évidemment, le mot alliance, 3 ans après, fait un peu sourire, euh, puisque clairement, le montage imaginé à l'époque va totalement disparaître, hein. L'État ne sera pas actionnaire d'Alstom. Alstom va se désengager des 3 joint ventures. Donc il ne restera finalement plus grand-chose de ce qui nous a été présenté, de ce que les ministres à l'époque nous ont présenté comme une alliance, voire une alliance entre égaux pour les plus audacieux d'entre eux. Voilà, John Flannery lui-même, qui pourtant aussi a suivi de près le rachat à vos côtés, nous a eu l'occasion de déclarer aux actionnaires de General Electric qu'il avait trouvé l'acquisition d'Alstom décevante quant à ses performances. Et aujourd'hui, vous comprendrez, partageons des inquiétudes sérieuses sur ce que sera le sort d'Alstom une fois passée la période de protection qui avait été négociée par le gouvernement, vu les licenciements importants annoncés par General Electric, notamment en Europe. Voilà, puisque donc, vous êtes devant une commission d'enquête parlementaire, je vais vous demander, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Très bien, je vous remercie. Je vous laisse une vingtaine de minutes pour répondre à ma première série de questions, après quoi le rapporteur et les collègues ici présents auront l'occasion de vous interroger. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour cette introduction, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, et Madame et Messieurs les députés, si vous me permettez, je vais essayer de répondre à l'essentiel des questions dans le texte que j'ai préparé et de compléter s'il y a des éléments qui ne sont pas dans mon texte préliminaire. Je suis heureuse de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de présenter devant votre commission la vision et les éléments qui ont soutenu la décision de General Electric d'acquérir les activités énergie d'Alstom en 2014 et de répondre à vos questions. Je suis Clara Guémard, j'ai été présidente de GE France de septembre 2006 à février 2016 et c'est aujourd'hui en cette qualité que je m'exprime devant vous. Et vous le comprendrez, je ne m'exprimerai que sur les sujets relatifs à cette période où j'étais en fonction chez General Electric. Lors des discussions relatives à l'acquisition de la branche énergie d'Alstom en 2014, je représentais l'une des plus grandes entreprises mondiales qui était déjà un partenaire historique de la France. Au moment des discussions avec Alstom, GE comptait plus de 10 000 collaborateurs en France, dont 7 000 travaillant dans le secteur industriel. Un effectif conséquent et tout à fait comparable à la masse salariale des grands industriels français. GE comptait alors 8 sites de production en France et l'entreprise était un acteur industriel majeur dans le pays et ce pour plusieurs raisons. D'abord à travers, et pour reprendre votre demande sur l'historique de la stratégie de GE en France, à travers le rachat de l'activité des turbines à gaz d'Alstom en 1999, qui était située à Belfort. Cette activité de GE a ensuite été dirigée des années par des leaders d'Alstom, et ce sont les employés d'Alstom qui en ont fait au sein de GE le siège européen pour l'activité Thermal Power, et GE est alors le seul producteur en France de turbines à gaz de grande puissance. À travers le Centre mondial d'excellence des activités de santé à Buc, un site qui a été intégré par GE en 1984. Le site du Creusot, Thermodine pour la branche Oil and Gas, qui est spécialisée dans les turbomachines, ou encore celui de Condé en Noireau en Normandie, qui est un acteur mondial des infrastructures énergétiques, et également celui de Fougerolles en Haute-Saône, qui est spécialisé dans la transmission de puissance. Aussi les sites de Nancy, Massy et Belfort, suite au rachat de Convertim en 2011 pour la branche Power. Et à travers les relations que GE a avec les clients français, Air France, EDF, Engie, Total, Airbus, GE accompagnait à l'époque de nombreuses PME françaises dans le développement de leurs activités et investissait dans leur capacité de production. Enfin et surtout, GE était et est toujours un partenaire industriel majeur de la France grâce à son partenariat avec Snecma, aujourd'hui Safran Aircraft Engine, la filiale de Safran. Il s'agit d'un des partenariats technologiques et succès commerciaux les plus importants de l'histoire. Pour rappel, celui-ci est né de la proposition de Safran à GE
de collaborer au vu de produire un nouveau moteur destiné au marché très porteur des moyens courriers. À l'époque, aucune des deux entreprises ne disposait d'un positionnement fort dans cette activité. Or, en mutualisant les technologies, les connaissances et la capacité de production, GE et Safran sont parvenus à créer la gamme de moteurs commerciaux la plus vendue dans l'histoire de l'aviation. Ce partenariat a contribué au succès phénoménal d'Airbus, fleuron de l'industrie européenne. Et en 2014, plus de 20 000 moteurs CFM étaient opérationnels, tandis que 11 000 autres avaient été commandés et attendaient d'être livrés. Ce partenariat faisait travailler plus de 30 000 personnes à travers le monde, dont plus de 10 000 en France. Il va sans dire que c'est beaucoup plus maintenant. Cette année-là, le partenariat était en cours de renégociation pour les 45 prochaines années, dans la perspective du lancement du nouveau moteur LEAP, qui à l'époque s'appelait le LEAPX. Et c'est à ce titre qu'Arnaud Montebourg était venu saluer le partenariat Safran-GE à la Chambre de commerce à Washington, peu avant l'annonce de ce partenariat. Donc, implanté sur le territoire français depuis 125 ans et la création de sa première filiale française, GE a su démontrer au fil des années qu'elle était un partenaire et un investisseur fiable dans le pays. Je souhaite maintenant revenir aux raisons qui ont poussé Alstom à rentrer en discussion avec GE en 2014 en vue d'un éventuel rapprochement. Si Alstom a fait appel à GE, c'est parce que ses dirigeants étaient conscients de l'évolution du secteur mondial de l'énergie. En 2014, et ce depuis la fin des années 2000, le secteur de l'énergie était en profonde mutation. Historiquement, le secteur a connu une croissance parallèle à celle du PIB. Cette situation a changé en 2008 et surtout en Europe. La croissance se limitait alors aux régions émergentes qui, de plus, demandaient aux constructeurs des facilités de paiement. Pour réussir dans ce nouvel environnement, il fallait disposer de plusieurs atouts. Le premier, des investissements permanents, tant sur le plan financier que technologique. Les entreprises devaient être en mesure d'investir à grande échelle et sur des longues périodes. Le portefeuille de produits énergétiques devait être varié afin de pouvoir répondre aux nouveaux besoins des clients dans toutes les régions du monde. Et le périmètre mondial, c'est-à-dire la capacité de réaliser des projets partout dans le monde, sachant que 70% de la production d'énergie nouvelle était destinée aux marchés émergents. Il fallait aussi disposer de capacités locales pour mener à bien ces projets. Alstom avait conscience que l'entreprise ne pouvait faire face à cette évolution seule. Les dirigeants d'Alstom, comme ils l'ont déclaré, savaient qu'ils n'avaient pas la taille suffisante sur certains segments de clés, ainsi que la surface financière pour pouvoir être compétitifs et continuer à investir. À ce titre, Alstom avait déjà engagé certaines actions de restructuration, de réorganisation et de plans différents. Les dirigeants d'Alstom étaient donc conscients que l'entreprise devait être adossée à un partenaire d'envergure mondiale. Et Patrick Ron, à l'occasion de l'exposer publiquement, il avait envisagé nombre de solutions, tant au niveau national et international, afin d'assurer la survie de l'entreprise dans ce contexte nouveau et difficile. Pourquoi Alstom a choisi GE? GE était un leader mondial de l'énergie et disposait du meilleur projet pour Alstom. D'abord, les deux entreprises bénéficiaient de complémentarité, et ça, je pense que c'est vraiment essentiel de le rappeler, parce que c'était un partenariat industriel avant tout. Complémentarité en termes d'activité, de technologie et de géographie. Les produits étaient complémentaires. Alstom avait une compétence très forte dans la technologie des turbines vapeur, dans l'éolien en mer, dans l'hydro et dans la haute tension. Et GE était un leader incontesté dans les turbines à gaz, l'éolien terrestre et le service et la maintenance grâce à l'automation. Et puis concernant les complémentarités des forces géographiques, Alstom était très présent en Europe, en Chine et en Inde. GE l'était, j'allais dire, dans le reste du monde, mais principalement au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Afrique. Ces éléments de complémentarité étaient bien plus nombreux que les éventuels recoupements, et d'autres partenaires potentiels ne pouvaient à l'époque se prévaloir d'un avantage identique. Par ailleurs, les deux entreprises se connaissaient très bien grâce à l'alliance dans les secteurs des turbines à gaz sur le site de Belfort que j'évoquais au début de mon exposé. Cette relation entre GE et Alstom remontait à 1928, c'est-à-dire à la naissance d'Alstom, à la suite de la fusion des activités industrielles lourdes de Thomson Houston Electric Company. Alstom et GE étaient donc proches de longue date. Lorsque vous vous rendiez sur le site de Belfort, ce qui m'arrivait fréquemment, vous constatiez déjà la proximité quasi familiale entre Alstom et GE. Sur la terrasse du dernier étage du centre technologique de Belfort, vous aviez à votre gauche le bâtiment de production des turbines à gaz de GE et à votre droite le bâtiment de production des turbines vapeur d'Alstom. Entre les deux,
se situait à la cafétéria où les collaborateurs d'Alstom et de GE se retrouvaient pour le déjeuner. Les dirigeants, le management, les employés de GE et d'Alstom se respectaient et partageaient une vision commune du secteur. Les deux entreprises disposaient de la même culture de l'excellence en matière d'ingénierie et de technologie. Pour Alstom, le projet GE allait faire naître dans le secteur de l'énergie une entreprise compétitive sur le plan international, disposant de ressources et de compétences nécessaires pour conquérir de nouveaux marchés. Le marché mondial de la production énergétique est à l'époque un marché de volatilité et d'opportunités où il fallait saisir toutes les opportunités, y compris sur les marchés compliqués. Et pour réussir, les entreprises d'avoir une taille critique, une solidité financière, une capacité d'innovation et une présence mondiale. Comme il a été dit à plusieurs reprises, Patrick Ron estimait qu'Alstom ne pouvait faire face seul à ces défis. C'est dans ces contextes qu'il s'est rapproché de GE. Et permettez-moi, comme vous me l'avez d'ailleurs demandé, Monsieur le Président, de refaire un peu de chronologie et de rappeler comment ce projet a pris forme et qu'est-ce qui a amené le gouvernement français à retenir l'offre de General Electric. Au mois de février 2014, le PDG d'Alstom, Patrick Ron, s'est entretenu avec Jeffrey Immelt, alors PDG des GE, pour discuter d'un projet industriel commun. La relation entre GE et Alstom était très bonne, historique, de confiance, comme je l'ai rappelé. Les deux patrons se connaissaient bien. GE a donc fait une première offre à Alstom le 21 avril 2014. Elle portait sur la branche énergie. C'était une offre non contraignante et amicale. Il appartenait au conseil d'Alstom de l'étudier et de la retenir ou non. GE et Alstom avaient communément fixé une période d'étude de 3 mois pour cette offre. Jeffrey Immelt souhaitait respecter la confidentialité qui était demandée par Alstom, mais il tenait à informer le gouvernement français de cette offre. Et dès la formalisation de celle-ci, il avait donc été programmé de venir en France dans les plus brefs délais pour en informer le président de la République, François Hollande. Et si ma mémoire est bonne, il est arrivé en France un jour après la formalisation de l'offre. Jeffrey Immelt n'a pu être reçu par le président de la République que le 28 avril. Entre-temps, il y a eu la fuite dans le Bloomberg le 24 avril qui a dévoilé l'offre, avec une information erronée car elle évoquait une offre sur l'ensemble d'Alstom et pas uniquement sur la branche énergie. Et cette fuite a évidemment immédiatement complexifié la situation et donné le retentissement médiatique que vous connaissez. Comme je l'ai rappelé, GE est un acteur historique et un investisseur majeur de l'économie française à travers le partenariat Safran, l'activité de santé à Buc et l'activité Power Conversion. La France était à l'époque le 3e pays de GE sur le marché mondial en termes d'effectifs, d'investissement et d'exportation à l'international. Il est hors de question pour Jeffrey Immelt de mettre en danger la présence de GE en France en contournant le gouvernement sur l'acquisition d'Alstom. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de GE, aucune acquisition à l'international ne s'est faite en opposition ou en conflit avec l'entreprise acquise ou avec les gouvernements locaux. Partager le projet, dialoguer de manière constructive avec le gouvernement était donc pour GE une priorité absolue. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la première réunion entre Jeffrey Immelt et le président de la République François Hollande et le ministre de l'économie Arnaud Montebourg, le 28 avril 2014. Ce rendez-vous a permis à GE de présenter l'offre initiale faite à Alstom, qui, je le rappelle, engageait GE mais pas Alstom. Lors de ce rendez-vous, plusieurs points ont été soulevés par le président de la République et le ministre de l'économie. Premièrement, l'importance de placer les échanges dans une démarche constructive et de long terme. Deuxièmement, la priorité accordée par le gouvernement sur l'emploi et l'investissement en France. L'aspect stratégique du secteur énergétique et la volonté du gouvernement de maintenir les centres de décision sur le sol français. Et également la nécessité que la France soit mieux représentée dans la gouvernance mondiale de GE. En réponse aux attentes exprimées par le gouvernement, GE a fait évoluer son offre une première fois et s'est engagé par écrit dans une lettre que Jeffrey Immelt a adressée au président de la République le 29 avril, c'est-à-dire un jour après cette rencontre. L'engagement portait à faire croître le nombre d'emplois de GE en France, implanter en France les sièges mondiaux des activités grid, les réseaux, hydro, éolien en mer et les turbines à vapeur, développer le site de Belfort pour en faire le siège européen de l'activité énergie thermique de GE et le siège mondial des turbines 50, collaborer étroitement avec l'État, EDF et Areva, afin de garantir la souveraineté de la France dans le secteur nucléaire, et également
a nommé un dirigeant français de premier plan au sein du conseil d'administration de GE. D'ailleurs, Sébastien Bazin a été nommé par la suite au conseil de GE et vient d'être renouvelé. Le gouvernement a aussi demandé à GE d'examiner des solutions qui permettaient de renforcer Alstom Transport. GE a donc réfléchi dès la fin avril en 2014 à créer une co-entreprise avec Alstom dans le domaine de la signalisation, accompagnée d'un partenariat stratégique. Jeffrey Immelt en a fait part au président de la République dans sa lettre. Et ensuite, GE a travaillé durant un mois en lien constant avec l'APE pour concrétiser les engagements tenus dans cette lettre. Le 28 mai 2014, Jeffrey Immelt a présenté les avancées de la nouvelle offre au président de la République en présence d'Arnaud Montebourg et de Ségolène Royal, ministre de l'économie, du développement durable et de l'énergie, lors d'un nouvel entretien. Lors de ce rendez-vous, le gouvernement a accueilli avec satisfaction les avancées proposées par GE et a fait part de demandes supplémentaires concernant la pérennisation de l'activité de transport d'Alstom et la création de 3 co-entreprises afin d'assurer le maintien des filières stratégiques. GE a donc décidé de retravailler son offre une nouvelle fois et de reporter la date de validité de celle-ci de 6 semaines au 23 juin 2014. Cela permettait par ailleurs au conseil d'administration d'Alstom d'évaluer les offres concurrentes, notamment l'offre proposée par Siemens et Mitsubishi. GE a utilisé ce temps pour préciser à nouveau un certain nombre de points. Jeffrey Immelt a écrit une seconde lettre au président de la République et au ministre de l'économie le 20 juin 2014 pour apporter les éléments de réponse suivants. La création de 3 co-entreprises, l'une dans les réseaux, basée en France avec 50% des voix plus une voix pour GE et 50% des voix moins une voix pour Alstom. Une autre dans les énergies renouvelables dont le siège mondial serait en France avec 50% des voix, 50% plus une voix pour GE et 50% moins une voix pour Alstom. Et enfin, pour respecter le caractère souverain de l'activité nucléaire et l'importance stratégique de l'activité vapeur en France, une co-entreprise à 50% plus 2 voix pour GE et 50% moins 2 voix pour Alstom. L'activité nucléaire mondiale, incluant la technologie Arabelle et l'activité vapeur en France. Et afin de répondre aux préoccupations de l'État dans ce domaine, l'offre améliorée assurait des droits préférentiels à l'État français en matière de gouvernance. De plus, l'offre prévoyait que l'État conserve la propriété industrielle de la technologie des turbines à vapeur pour l'activité nucléaire dans une société distincte, ce qui lui permettait d'offrir des licences à des tiers dans le cas où GE ne pourrait pas livrer des turbines Arabelle à Areva et EDF. Et enfin, GE s'était engagé dans cette nouvelle offre à garantir la maintenance des installations nucléaires EDF en France. Lors du dernier rendez-vous à l'Élysée, le 28 mai, le gouvernement avait également demandé à GE de préciser les solutions permettant de renforcer Alstom Transport en tant qu'entreprise autonome. Et GE a répondu à cette demande en proposant, au-delà d'une entreprise, de vendre la totalité de son activité de signalisation à Alstom Transport et également de signer un accord de partenariat qui englobait la coopération commerciale, les achats, les services, la fabrication, la technologie et le financement. Et grâce au transfert de l'activité de signalisation de GE, Alstom Transport disposait de la taille, la solidité financière et l'apport commercial technologique lui permettant de continuer sur ce marché. Et puis enfin, GE s'était engagé à créer 1000 emplois nets en France dans le secteur industriel en 3 ans à compter de la clôture de l'opération. Vous voyez, les discussions avec le gouvernement ont été continues, elles ont été denses. GE a écouté et entendu les demandes légitimes du président de la République et du ministre de l'économie. Et ces discussions ont finalement abouti à l'annonce par Arnaud Montebourg le 20 juin 2014 du choix du gouvernement de retenir l'offre de GE, jugeant celle de Siemens et Mitsubishi trop risquée du point de vue de la concurrence et de la concentration au niveau européen. Le projet de GE a permis la création d'un champion mondial de l'énergie en France. Il reposait sur un portefeuille de produits énergétiques diversifiés afin de répondre aux différents besoins des clients dans toutes les régions du monde et sur des investissements permanents sur le plan technologique. Et enfin, un déploiement mondial offrant la capacité de réaliser des projets partout dans le monde. L'offre de General Electric disposait des meilleurs atouts industriels et financiers afin de permettre à Alstom de se recentrer sur les activités de transport
et de la meilleure garantie de maintien de la souveraineté de l'État. Avec le recul, je suis intimement persuadée que ce rapprochement fut positif à la fois pour General Electric, pour Alstom et pour la France. Et je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Très bien, merci. Bon, je vais quand même revenir un peu sur ce que vous nous avez dit. D'abord, sur la méthode, indépendamment du cas, du cas Alstom, effectivement, nous cherchons, à travers cette commission d'enquête aussi, à expertiser comment se prennent les décisions, puisque le Code monétaire et financier prévoit que l'autorisation de rachat d'une entreprise étrangère, elle appartient au ministre de l'économie. Elle n'appartient pas au président de la République. Elle n'appartient pas au Premier ministre, elle appartient au ministre de l'économie. Donc s'il faut modifier la loi, d'ailleurs, pour dire que c'est peut-être un peu le sens de ce que propose aujourd'hui le gouvernement, en disant que tout ça doit peut-être être davantage examiné en Conseil de défense, c'est bien que ça révèle une espèce d'inadéquation entre ce que disent les textes et ce qui se passe en pratique. Moi, je suis surpris effectivement que le premier contact, il ait lieu avec le président de la République, qui n'est pas et pas normalement avec le ministre de l'économie. Donc, est-ce que le ministre de l'économie de cette période, Arnaud Montebourg, était présent à la première rencontre avec monsieur, enfin à l'Élysée, première réunion de travail le 28 avril, et est-ce qu'il y avait eu avec lui des contacts antérieurs? La réponse est oui, je l'ai d'ailleurs dit à l'instant. Le 28 avril, il a été présent le président de la République et Arnaud Montebourg. C'était d'ailleurs Arnaud Montebourg qui animait principalement la discussion. Semble tout simplement que comme Alstom était un sujet important, c'était la raison pour laquelle on était reçu par le président de la République, sachant que Jeffrey Immelt avait demandé rendez-vous à la fois au ministre de l'économie, au Premier ministre. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que, si je me souviens bien, et j'espère bien me souvenir, que le Premier ministre était aussi présent. Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'était passé avant? Ça fait partie des questions que je vous avais posées. D'ailleurs, vous-même, vous avez eu l'occasion de rencontrer en février monsieur Montebourg à Washington. Monsieur Cron avait rencontré aussi Arnaud Montebourg, qui lui avait d'ailleurs dit, pour l'interroger sur les rumeurs de mise en vente de la branche Power, il lui avait dit je ne vous laisserai pas faire. Bon, donc quand est-ce qu'ont eu lieu, à votre connaissance, les premières discussions, en tout cas celles auxquelles vous avez participé? Alors écoutez, c'est très simple. D'ailleurs, Arnaud Montebourg l'a dit lui-même lorsqu'il est venu à Washington pour, à l'occasion de cet événement Safran. Enfin, il ne venait pas que pour ça, puisqu'il y avait une manifestation qui était organisée par le président de la République autour de l'attractivité française à Washington. Je lui ai demandé de le rencontrer. On s'est rencontrés dans au bar de l'hôtel et je lui ai dit de façon tout à fait confidentielle que nous avions été approchés par Alstom pour l'intérêt de faire un rapprochement, et je lui ai posé la question de savoir s'il y voyait un obstacle. Il m'a répondu non, parce que General Electric est une belle entreprise que nous respectons, mais j'ai besoin de réfléchir à d'autres hypothèses. On a convenu que si les choses se concluaient, nous reviendrions le voir. Ce que je n'ai pas mentionné dans mon texte, c'est que je suis allée le voir le jour où l'annonce a été faite. Je suis rentrée en avion des États-Unis et je suis allée le voir le jour où l'annonce a été faite. Et il m'a d'ailleurs accueilli très amicalement en me disant « Toi au moins, tu m'as dit la vérité ». Est-ce que vous avez été informé ensuite de la teneur de la première réunion entre Patrick Cron, je crois que c'était donc le 24 avril, donc, au moment de la dépêche Bloomberg, et Arnaud Montebourg, lui disant en clair qu'il ne le laissera pas vendre
C'est Arnaud Montebourg me l'a raconté, mais c'est pas à moi de la commenter. Non, mais cela dit, quand le ministre de l'économie, qui une fois encore dispose de la signature pour le pouvoir d'autoriser ou pas, dit je vous laisserai pas vendre, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ça va enrayer le processus ou est-ce que vous pensez que de toute façon le processus se déroulera? Je crois avoir été très clair dans mon propos introductif. Jeffrey Melt est dans la culture de General Electric. On n'a pas l'habitude de faire les choses contre le gouvernement. Et quand Arnaud Montebourg nous a dit qu'il souhaitait trouver d'autres alternatives, nous avons prolongé le délai, qui était de 3 mois, pour que Alstom puisse observer et regarder ces offres alternatives. Pour nous, pour General Electric à l'époque, il était hors de question d'abord de ne pas laisser cette liberté-là. Il était hors de question d'aller en force sur une acquisition sur laquelle le gouvernement aurait été finalement hostile dans son principe et hostile dans son contenu. Et donc c'est pour ça que les discussions ont été très denses, très intenses, et que on a pendant ces plus de 4 mois discuté et laissé le temps pour que le gouvernement puisse prendre sa décision et choisir entre les 2 alternatives qui lui étaient proposées. D'accord. Qui étaient vous nous citer les participants à la première cette réunion du 28 avril à l'Élysée? Ah, écoutez, je voudrais pas, comme c'est sous serment, que ça s'est passé il y a 4 ans. Je suis pas sûre de me souvenir d'absolument tout le monde. Des visages marquants, quoi. Oui, bien sûr, mais il y avait le président de la République, il y avait... en fait, je pense que c'était la 2e fois qu'il y avait le Premier ministre et pas la première fois. Donc, je pense que c'est vérifiable, hein, de toute façon, Ah oui, c'est des informations qui sont vérifiables. Oui. Il y avait le président de la République, il y avait Arnaud Montebourg, je crois qu'il y avait Jean-Pierre Jouyet. Et très honnêtement, si vous voulez que je vérifie, je peux vérifier, mais je ne m'en souviens plus. D'accord. Je me souviens plus exactement, parce que comme il y a eu 3 rendez-vous et qu'il y a eu à chaque fois des gens différents autour de la table, je sais qu'à la dernière réunion, il y avait à peu près tout le monde, il y avait 10 personnes, mais à la première, je pense que c'était ça. Donc, mais je peux vérifier si vous le souhaitez. Le président de la République, M. Montebourg, M. Jouyet, c'est tout. Je peux vérifier si vous voulez. Pardon? Je peux vérifier si vous voulez. D'accord. Volontiers. Si j'ai les éléments, parce que j'ai quitté J il y a 4 ans, donc je peux savoir d'avoir tous ces éléments. Donc je vous avais, parmi les questions que je vous ai posées, je vous avais interrogé sur les conseils dont vous vous êtes entouré pour cette opération. C'est intéressant pour nous aussi pour bien voir comprendre comment s'organise le paysage. Est-ce que vous avez en tête ce qui étaient les conseils de General Electric? Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. On avait comme conseil, comme c'est traditionnel, 2 banques d'affaires. C'était Lazare et le Crédit Suisse avec François-Gilles Roussely et Jean-Louis Géraudol. Et pour le conseil de communication, c'était Havas. Et Havas, d'accord. Oui. Et après, il y a eu évidemment les cabinets d'avocats. Et Brodin-Pratt pour le cabinet d'avocats. Brodin-Pratt pour le cabinet d'avocats. D'accord. Tous les conseils qui ont participé au rachat tenaient leur contrat par quelle structure? C'était général? Non, c'était au niveau international. Au niveau international, d'accord. J'ai eu International qui achetait, et c'était pas au niveau de la France. D'accord. Mais donc vous-même, vous avez eu connaissance de tous les contrats? Non, pas. Enfin, les contrats étaient signés au niveau de General Electric. Pas forcément, uniquement les banques conseils. Donc Lazare, Crédit Suisse, Bank of America est intervenu ou pas sur les banques traditionnelles de pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais. Il y a eu certainement des conseils au niveau des États-Unis, mais moi je connaissais que les conseils qui étaient sur la France. D'accord. Enfin, c'était ceux avec les Bank of America, c'est intéressant parce que c'est quand même le moment où ils font une offre de recrutement au patron de l'APE qui est en charge des discussions avec vous. Donc, c'est pas totalement anodin comme question. Est-ce que vous avez une idée du montant total des honoraires ainsi
Je ne saurais ainsi pas vous donner consacrés au coût de cette fusion pour General je ne Electric au saurais pas total. vous donner un chiffre exact. Bon. Très bien. Très bien. Puis je regarde par rapport au... Oui, parmi mes questions, je demandais sur votre regard sur les engagements 3 ans après. Alors, ça m'est difficile de m'exprimer sur ce sujet. Je ne suis pas en responsabilité, donc je suis pas. Je me suis engagée quand j'ai quitté General Electric de ne plus me mêler de ce qui se passait de General Electric, donc je ne saurais pas vous répondre sur cette question. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, vous n'employez plus le mot alliance quand vous parlez du rapprochement Alstom-GE que vous employiez à l'époque régulièrement. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, c'était la plus grosse acquisition que General Electric faisait au cours de son histoire. General Electric a fait beaucoup d'acquisitions, mais celle-ci, c'était la plus grosse. Et la certitude enfin en tout cas la conviction de Jeffrey Immelt, c'est qu'elle ne pouvait réussir que si c'était une alliance. C'est-à-dire que c'était une alliance qui était fondée sur le fait qu'il y avait énormément de respect sur le savoir-faire, la technologie, la qualité humaine du personnel d'Alstom, et qu'il fallait que ça se fasse non pas comme une absorption, mais vraiment comme une alliance. Et c'est dans ce sens-là que le mot alliance a été utilisé, répété, et que la démarche de ce rapprochement a été construite parce que vous pouvez pas réussir un adossement de ce genre sans respecter profondément tous les apports d'Alstom. Je sais que Geoffrey Immelt a eu l'occasion de dire, et que John Flannery a dit aussi, que cette acquisition avait pris beaucoup trop de temps, notamment la procédure européenne, sans doute. En réalité, ça se fait en à peine 3 mois, puisque ça s'annonce le 24 avril, on vient voir le président de la République, enfin le 28 avril, on vient voir le président de la République, le 22 juin, on repart avec un papier signé. Il y avait quand même une grande rapidité dans l'opération, même si après le bouclage a duré jusqu'au 4 novembre, l'autorisation finale. C'est aussi ce qui a sans doute à l'époque donné une lecture un peu plus compliquée, parce que ça paraît assez peu crédible qu'une entreprise qui est centenaire dans son histoire, en 3 mois, voilà, rentre dans une alliance comme ça. C'est pourtant. Ce serait plus crédible si à la limite il avait été dit au moins que des contacts avaient été pris par Alstom un peu plus tôt. On dit que Monsieur Guillaume, qui est le patron de la branche, d'une branche d'Alstom, était allé à l'été 2013 discuter, poser des premières discussions avec General Electric. Voilà, si tout ça avait été dit comme ça, on n'aurait pas eu cette lecture d'une décision prise finalement dans la panique, avec en plus, effectivement, pour clore le paysage, quand même, cette espèce de couteau sous la gorge que représentait la menace d'une amende qui était en cours de discussion avec le DOJ, qui à l'époque pouvait atteindre près d'un milliard. Les gens qui ont chez M. Vigogne se dit finalement 772 millions, je trouve qu'en de dollars, on s'en est plutôt bien sorti par rapport à ce qu'on nous annonçait. Donc ce contexte a donné le sentiment que finalement tout ça n'était pas fait, n'était pas vraiment une construction d'une alliance dans la sérénité, quoi. Écoutez, c'est votre interprétation des faits. Moi, ce que visiblement, je ne suis pas le seul à avoir fait cette interprétation. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. La réalité, c'est que je pense que Patrick Cron a cherché, il l'a dit publiquement, cherché d'autres hypothèses, et qu'au mois de février, ce rendez-vous a eu lieu au Bristol, et que General Electric, pour la première fois de son histoire, a fait effectivement une offre extrêmement rapide, à la demande d'ailleurs de Patrick Cron, qui disait si vous ne faites pas l'offre et que ça se sait, Alstom est mort. Ce qui est
sur le plan du business, tout à fait légitime comme remarque. Et donc, il est vrai que l'offre a été faite en un temps record, sans forcément connaître tous les tenants et les aboutissants, sauf que on connaissait Alstom depuis très longtemps. C'est une entreprise, vous savez, quand on est concurrent et partenaire par ailleurs, pendant des années, on se connaît de façon assez intime. Et, et je pense qu'effectivement, la condition de la réussite d'une telle alliance, c'était de le faire dans une situation de confiance et de dialogue avec le gouvernement. Je dois dire que c'est vrai que la fuite de Bloomberg a complètement perturbé de façon importante le processus qu'on voulait mettre en œuvre, qui était qu'une fois qu'il y avait une offre ferme faite par un GE, les discussions pouvaient commencer. Et pour nous, c'était à l'époque vraiment la façon dont on pensait les choses, c'est-à-dire qu'il était important que pour la survie d'Alstom, quoi qu'il arrive, que GE s'engage à faire une offre ferme, que ensuite Alstom, et j'insiste beaucoup là-dessus, pouvait refuser. Pouvait refuser. Alstom avait le choix pour regarder d'autres offres au-delà de l'offre ferme de GE, et qu'à partir du moment où elle était faite, évidemment, on allait voir les autorités pour la proposer et en discuter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais évoqué le sujet avec Arnaud Montebourg dès qu'il y a eu la première rencontre. Entre parenthèses, en faisant confiance à sa capacité de silence, et que j'ai bien fait de le faire. La première démarche, très concrètement, je n'ai pas relevé la date, c'est Monsieur Cran qui a fait appel à General Electric. Ça s'est passé... En février. Pardon ? En février, je ne sais plus, le 12 ou le 14 février, quelque chose comme ça. D'accord. C'est un seul... Il y a eu un rendez-vous. Un seul contact, un rendez-vous. Ah oui, un seul rendez-vous. Et un seul rendez-vous. Et d'ailleurs, dans l'équipe de Patrick Cron, il a vraiment voulu assurer la confidentialité absolue sur le sujet. Et encore une fois, pour assurer la survie de l'entreprise si jamais ça ne passait pas. Et après ce premier rendez-vous, il a été convenu que chacun travaillait de son côté, et que General Electric revenait avec une offre le plus rapidement possible, qui était encore une fois une offre qui n'engageait que General Electric. De son côté, General Electric n'avait, selon vous, pas eu d'intérêt porté spontanément, de réflexion, même à l'état de projet plus embryonnaire. GE a une politique d'acquisition en France que vous avez rappelée, importante jusqu'en 2011, donc c'est peu de temps avant finalement. D'après vous, il n'y avait pas de réflexion chez General Electric sur les possibilités de s'intéresser à Alstom, sachant notamment que... Alstom n'était pas à vendre, donc oui, enfin, voilà. Après, on connaît bien... Comment ? Il y avait un actionnaire de référence dont on savait qu'il n'était plus très motivé par l'énergie. D'accord, mais il avait un tiers des actions. Alstom n'était pas à vendre, donc c'est un... Ce qui est vrai, ça ne suffisait pas, vous voulez dire, pour non, mais General Electric a acheté en 1999 les turbines à gaz d'Alstom, puisque Alstom a décidé d'acheter les turbines d'ABB, et donc a vendu son site de Belfort. Donc il y avait de la part de General Electric une connaissance assez intime de cette partie importante du pôle énergie de General Electric. Il ne faut pas oublier que Belfort était le pôle européen pour les turbines à gaz 50 Hz. C'est devenu, grâce à cette acquisition, le pôle mondial des 50 Hz. Et donc il y avait une connaissance intime, mais à partir du moment où une entreprise n'est pas à vendre, il n'y avait pas de raison de spéculer ce qui n'était pas secret, c'était
la perte d'intérêt de l'actionnaire de référence Bouygues, qui à partir du moment où il avait renoncé dans ses projets dans l'alliance béton nucléaire courant 2010 et qu'il avait en revanche des projets importants sur le télécom avec le rachat d'un opérateur concurrent, il cherchait dans une stratégie de désengagement. Donc ça aurait pu donner des idées à General Electric. Bah, écoutez, la vérité, c'est que la discussion, elle s'est faite avec Patrick Ron. Et uniquement avec Patrick Ron. Ce qui est normal. C'est le dirigeant de l'entreprise, même si, alors, je suppose que Patrick Ron l'a fait ensuite avec l'accord de son actionnaire principal, mais c'est Patrick Ron. Nous n'avons à l'époque discuté, encore une fois, de façon rapide, avec Patrick Ron. C'est la vérité exacte de ce qui s'est passé. Dernière question, est-ce que oui, pourquoi vous ne nous avez pas dit pourquoi vous aviez quitté vos fonctions si peu après D'abord, je n'ai pas quitté si peu après, parce que je suis partie en janvier 2016, puisqu'il y a eu le deal a été bouclé définitivement le deal a été fin très long à 2015. boucler au niveau européen. Donc vous avez raison, ça s'est passé rapidement avec le gouvernement français, mais ça a mis 18 mois avec la Commission européenne, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Je pense que c'était un bon moment pour moi. J'avais un projet entrepreneurial que j'avais envie d'accomplir et j'en avais fait part à Jeffrey Melt qui m'avait demandé de rester jusqu'à la clôture du deal et je suis partie juste après pour créer Raise avec mon associé Gonzague Debert parce que j'avais envie de cette aventure entrepreneuriale. C'était le bon moment pour GE, c'était le bon moment pour moi de prendre le risque de devenir start-upeuse. Et dernière question avant de laisser la parole au rapporteur. Vous qui avez consacré quand même toute votre carrière au service public, à la défense des intérêts économiques de notre pays, vous n'avez pas le sentiment quand même d'avoir participé au démantèlement d'un géant français, d'un fleuron français, alors sauf évidemment à considérer que les entreprises n'ont pas de passeport, que les actionnaires n'ont pas de passeport, et que tout ça est indifférent, qu'on soit anglais, alors sauf chinois. Les Chinois ont très mauvaise presse, mais sauf qu'on soit, voilà, la nationalité finalement, tout ça serait devenu très secondaire. Ce qui compte, c'est les investissements. Je suis contente que, Monsieur le Président, que vous me posiez cette question parce que je vais parler en enlevant ma casquette de General Electric, si vous me permettez, mais parler en mon nom personnel et ma carrière l'a prouvé. Moi, je suis à moitié étrangère puisque j'ai une mère danoise, mais j'ai un amour immodéré pour mon pays et je lui dois une reconnaissance exceptionnelle parce qu'étant une femme, je sais que j'aurais pas pu avoir cette carrière-là et une vie de famille telle que je l'ai si je n'étais pas née en France. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'être née au Soudan ou ailleurs, mais je parle d'être née en Italie, en Allemagne ou même en Espagne. Et donc, j'ai toujours essayé de consacrer mon métier à aider mon pays. Et quand j'étais ambassadeur délégué aux investissements internationaux, enfin j'ai travaillé 25 ans dans l'administration, comme vous le savez. Quand j'étais ambassadeur délégué aux investissements internationaux, j'ai passé mon temps à aller rencontrer des grands patrons mondiaux pour essayer de les convaincre de venir s'implanter en France. Et croyez-moi, il y a eu des époques où c'était pas facile d'aller les convaincre de s'implanter en France. Et je suis assez fière d'avoir multiplié par deux le nombre d'emplois créés et de projets créés en France pendant cette période. Et donc, je suis très attachée au patriotisme économique. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas être naïf, il faut savoir se défendre.
Mais pour moi, le patriotisme économique, c'est de faire que ça se passe ici, en France. Et qu'on ait les meilleurs centres de recherche, qu'on ait les technologies les plus avancées, qu'on recrute les meilleurs chercheurs, ingénieurs, salariés, intelligence internationale sur le sol français, et que je veux dire, quels que soient les secteurs, que ce soit le secteur de l'énergie, en l'occurrence, puisque c'est celui dont on parle, mais que ce soit le secteur de la santé, que ce soit l'intelligence, aujourd'hui le secteur de l'intelligence artificielle, ça se passe en France plutôt que ça se passe ailleurs. Si Alstom avait eu la capacité d'avoir un destin seul, très bien. Il se trouve que Patrick Cron, je pense que l'histoire lui donne raison, parce qu'il aurait très bien pu laisser les choses prendre sa retraite et laisser les choses se faire et le désastre annoncé se produire. Hein. Je trouve qu'il a été, à titre personnel, extrêmement courageux. A décidé de s'adosser et de faire cette alliance avec GE. Ça avait tout son sens. Et moi, si j'ai rejoint General Electric, c'est parce que c'était une entreprise qui avait été présente en France depuis longtemps et qui, dans tous les sites qu'elle avait rachetés, les avait fait grandir, leur avait donné une surface internationale, avait augmenté le chiffre d'affaires et avait permis leur expansion mondiale, et accessoirement avait augmenté très, très notoirement non tellement la rentabilité, mais surtout le nombre d'emplois créés en France. Et donc oui, j'étais tout à fait en cohérence avec mes convictions quand l'acquisition d'Alstom s'est annoncée. J'en étais d'ailleurs, je le dis tout à fait sincèrement devant votre audience, favorable, et je l'ai à mon petit niveau essayé d'y contribuer, parce que je pensais qu'elle permettait d'avoir, ce qui est le cas aujourd'hui, le pôle mondial du renouvelable. Alors je ne dis pas que la conjoncture économique est bonne, hein, mais je ne sais pas ce que serait devenu Alstom si ça ne s'était pas produit. Voilà. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai cette conviction profonde que le patriotisme économique, c'est important, et que l'attractivité française, ça a été mon combat toute ma vie. C'est important, et que l'attractivité, c'est aussi d'attirer les meilleurs sur notre territoire, quelle que soit leur nationalité. Bien. Je laisse la parole à Guillaume Casbarian. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Guémard, pour vos propos et vos réponses. Et je tiens à dire que je partage totalement votre dernier point sur le patriotisme économique. Être patriote d'un point de vue économique, c'est pas être dans l'irrationalité économique non plus. C'est-à-dire que c'est être aussi capable de faire le bon équilibre entre l'amour de son pays, la reconnaissance de son pays, l'attachement au fait qu'il soit capable de concentrer les technologies et savoir-faire, et en même temps aussi avoir une certaine logique économique, une rationalité économique qui ne vise pas à prendre uniquement des décisions sur la base de couleur d'un passeport, mais aussi sur la base d'une stratégie économique qui fait marcher les choses. Et du coup, sur ce point, d'ailleurs, je ferai 2 remarques, et après je poserai mes questions, mais c'est vrai qu'on a entendu dans notre commission d'enquête, sur laquelle on travaille depuis quand même 4-5 mois, beaucoup de questions, d'étonnement, en se disant, voilà, qui était aux réunions, qui savait, pourquoi est-ce que c'est allé vite, est-ce que ça aurait pu être un peu plus lent, est-ce qu'on aurait pu négocier mieux, est-ce que la procédure américaine de justice a eu un impact sur le deal. Parfois, certains diront aussi que c'est un complot des Américains. On a entendu énormément de choses pendant 4-5 mois, mais c'est vrai que c'est toujours bon de revenir à la vision business, qui est de se dire, est-ce qu'il y avait des alternatives? Et est-ce que Alstom, si on tirait le trait de son business plan, pouvait continuer tout seul et il n'y aurait eu aucun problème de trésorerie? Et là, quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte que non, tout seul, ça ne marchait pas. Et en plus de ça, est-ce qu'il y avait d'autres alternatives de rapprochement avec d'autres acteurs? Vous l'avez dit, la porte était ouverte. Vous n'avez pas fait une acquisition contre Alstom ou contre quiconque. Il y a un moment où voilà, d'autres acteurs pouvaient se positionner sur le deal. Si personne s'est positionné, c'est bien qu'il y avait du mal dans les faits à trouver une alternative. Donc, après, on peut toujours chanter, le coq peut toujours faire cocorico tout seul, mais enfin, je veux dire, il y a un moment où s'il est dans une situation où il n'y a pas d'alternative et il n'y a rien d'autre, comment on fait, quoi? Ça m'évoque d'ailleurs un autre point. Vous avez dit on ne fait jamais d'acquisition contre un gouvernement.
Parce qu'effectivement, et ça on l'a entendu d'ailleurs quand on est allé aux États-Unis, quand je suis allé à San Francisco, je l'ai entendu de vos investisseurs. Quand un gouvernement montre trop les dents sur certains sujets, certaines acquisitions en France, bah, du coup les investisseurs s'en vont. Et l'exemple, moi, qui est revenu dans toutes les discussions que j'ai eues aux États-Unis, c'est Dailymotion. En se disant, voilà, on a fait Cocorico, en se disant, on a une fleuron industriel français qui a une nationalité française avec des Français partout, et donc on refuse qu'il se fasse racheter par quiconque qui n'aurait pas ce même passeport. Et donc on bloque toute acquisition par Yahoo, etc. Alors c'est très bien, ça a du panache, ça a du style, c'est très beau. Mais au final, aujourd'hui, Dailymotion, il est où? Et le coq, la fierté du coq il y a quelques années, aujourd'hui, elle se retrouve où d'un point de vue économique? Donc voilà, donc c'est bien aussi d'avoir du patriotisme économique, mais voilà, quand on parle de patriotisme économique, il y a les deux mots, quoi. Il y a patriote et il y a aussi économique, et je pense que l'un va pas sans l'autre. J'avais deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez tiré vous avez une longue expérience au sein d'un groupe américain en France. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement sur les relations justement avec l'administration française, avec le gouvernement français, avec la politique française, venant d'un groupe américain? Comment est-ce que d'un point de vue américain, c'était perçu, et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement, vu la longévité que vous avez eue dans l'entreprise? Et ma deuxième question, elle est plus autour des investissements étrangers en France, qui est donc dans un groupe américain. Les États-Unis, c'est le principal stock d'investissement direct entrant en France aujourd'hui. Donc on a besoin d'investissements directs étrangers, on a besoin d'avoir des investissements directs étrangers. Qu'est-ce qui et là, je prends le contre-pied, je suis dans une stratégie plutôt offensive, mais plutôt que de se prémunir des investissements américains, qu'est-ce qui aujourd'hui les freine? Qu'est-ce qui peut empêcher des investisseurs étrangers de se dire, on choisit la France, on fonce en France, on y va parce qu'on y croit? Quels sont encore les blocages et les points à lever pour que la France soit tout simplement attractive et puisse attirer des investisseurs étrangers plutôt que de les faire fuir? Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur le regard de General Electric sur l'administration française, contrairement à ce que vous voyez penser, elle a été assez positive parce que, bien sûr, il y a eu les soubresauts liés à l'annonce de Bloomberg. Bien sûr, il y avait le souhait d'Arnaud Montebourg de trouver une solution européenne contre la solution General Electric. Mais les discussions, qu'elles aient été au niveau politique ou avec l'APE, ont toujours été cordiales, extrêmement franches, dans la confiance, et jamais General Electric s'est senti l'accuser en réalité, puisqu'on venait proposer une acquisition et les demandes du gouvernement étaient, aux yeux de Jeffrey Immelt, si je peux parler en son nom, légitime, parce que de demander d'avoir des pôles mondiaux, d'avoir des centres de recherche, d'avoir des emplois créés, c'est des demandes légitimes de la part d'un gouvernement, même si ce gouvernement aurait incontestablement préféré que Alstom puisse continuer à voler de ses propres ailes, ce qui est tout à fait normal. Mais dans la mesure où ce n'était pas le cas, les discussions avec l'administration étaient non seulement cordiales, mais très solides sur le plan technique. C'était pas... quand on est rentré sur les solutions, sur les JV, sur la question de la souveraineté, sur la partie nucléaire, c'était des discussions extrêmement techniques, solides, pour arriver à trouver une solution qui protège les intérêts du gouvernement français. Donc, il y avait beaucoup d'écoute. Et Jeffrey Immelt a plusieurs fois dit que les conseils qu'il avait eus étaient les meilleurs conseils qu'il avait eus dans les deals qu'il avait eus. Donc, pas forcément, mis à part les aspects médiatiques qui n'étaient vraiment pas prévus, pas de mauvais souvenirs. Sur les investissements étrangers en France, vous avez raison de le souligner, parce que au fond, moi je me pose toujours de la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un investissement français et qu'est-ce que c'est qu'un investissement étranger. Quand vous regardez aujourd'hui le CAC 40 et qui détient les actions du CAC 40,
La statistique varie sans cesse, hein, ça passe de 50 à 60% selon les jours, et selon évidemment les entreprises détenues par des investisseurs étrangers. Alors, est-ce que c'est le siège social en France? Est-ce que c'est la nationalité du dirigeant? Moi, je ne sais plus très bien ce que c'est que la nationalité d'une entreprise mondiale. Et quand on regarde, puisque c'est mon métier aujourd'hui, des investissements dans les jeunes entreprises et dans les PME françaises, elles s'internationalisent très rapidement pour conditionner leur réussite. Et quand, si je prends l'exemple d'une des acquisitions sur lesquelles Ray s'est placé, qui s'appelle Babylou, qui est une entreprise française qui fait des crèches en entreprise et qui réussit magnifiquement. Le dirigeant a fait une acquisition en Allemagne. Il est allé s'installer pendant 3 ans avec femmes et enfants en Allemagne. Ça reste une très belle entreprise née en France, qui se développe à l'international. Donc, sur la nationalité de l'entreprise, j'ai toujours une interrogation sur ce que ça veut dire. Ce qui est important, et ça c'est vrai, c'est que les centres de décision et les centres stratégiques soient en France pour en assurer la pérennité. Alors, qu'est-ce qui manque à l'attractivité française? D'abord, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Je pense que le tempérament entrepreneurial français joue énormément aujourd'hui. Sans faire de politique, je crois que le climat politique aujourd'hui joue aussi beaucoup dans l'image, en tout cas, de l'attractivité française. Ce qui manque, c'est d'être dans les tout premiers, dans ce qui compte aujourd'hui. C'est le digital, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est ce qui va déterminer notre avenir. Je pense que c'est très très important de permettre en France d'avoir des licornes françaises qui naissent dans ce secteur-là. C'est l'urgence, c'est la priorité. Des licornes mondiales qui viennent aussi s'implanter sur le sol français et utiliser notre capacité intellectuelle, non seulement nos cerveaux, la qualité de notre main-d'œuvre, la qualité de notre formation. Il reste beaucoup de choses à faire en matière d'éducation. Enfin, tout n'est loin d'être parfait, mais l'urgence, à mes yeux, c'est vraiment de gagner On a perdu le combat j'allais dire, du e-commerce, hein, même si rien n'est jamais perdu, hein. On a perdu aujourd'hui le combat des GAFA, mais c'est pas des GAFA, leur survie n'est pas éternelle, hein. Aujourd'hui, d'autres enjeux se placent sur de nouvelles technologies qui émergent et il n'y a aucune raison que la France n'y prenne pas sa part. Monsieur le Président, juste peut-être une petite question concernant l'activité hydro du site de Grenoble. Donc, sur le plan social qui est engagé, est-ce que vous estimez qu'il n'y avait pas d'autres solutions et est-ce que ce secteur stratégique en matière d'énergie renouvelable ne pouvait pas être préservé d'une meilleure façon au lieu d'être démantelé à ce point? Je vous l'ai dit dans mes propos préliminaires, moi je ne peux parler pour General Electric que pendant la période où j'ai été responsable de General Electric. Donc je m'abstiendrai sur ce point. La seule chose que je constate, c'est que le marché de l'hydro sur le plan mondial est en très forte baisse. C'est tout ce que je peux dire, puisque je lis des journaux comme vous. Bien, écoutez, nous vous remercions pour cette audition. Merci, madame.